Autour de la quarantaine, il y a souvent un virage qui peut se prendre dans la vie professionnelle. Il peut y avoir des pertes de sens qui commencent à se sentir dans la vie pro du ok, j'ai coché toutes les cases, j'ai fait tout ce qu'on attendait de moi, entre guillemets, et pourtant, bah, je me sens pas nourri, je me sens peut-être vide d'une certaine manière. Est-ce que bah, je peux changer de vie ou pas? Est-ce que c'est trop tard pour changer? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux devenir coach, par exemple? Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est bah, vraiment de parcourir ce process de remise en question qui peut arriver à la quarantaine, qui peut arriver avant aussi, qui peut arriver après aussi, pour voir comment on le vit, parce que toi, tu l'as vécu, Mehmet, au moment où tu t'es reconverti après dans le coaching et que tu es devenu maintenant coach de dirigeant d'entreprise du digital. Qu'est-ce qu'on vit? Quelles sont les bonnes questions qu'on peut se poser? Et comment est-ce qu'on peut avoir plus de clarté pour prendre une décision éclairée et puis peut-être s'engager dans une nouvelle aventure? Ou pas, mais en tout cas, Ou le pas. faire en conscience. J'adore tes intros. Merci. Comment comment t'as vécu, toi, ce virage de vie, Mehmet? Alors écoute, le virage de vie pour moi il a été assez violent et c'est vrai que ça je le souhaite à personne, hein. C'est pas un truc. On a souvent parlé de mon histoire et j'en parle encore aujourd'hui dans certaines interviews. À 40 ans en fait, moi j'ai eu un accident de santé qui m'a fait remettre en question toute ma vie et j'étais pendant plus de 20 ans dans le salariat et c'est ce qui m'a fait basculer dans l'entrepreneuriat pour créer ma boîte et faire ce que je fais aujourd'hui. L'idée, c'est que on n'est pas obligé d'arriver à des extrêmes comme ça. On n'est pas obligé voilà, de vivre un événement dur pour pouvoir changer de vie. Mais force est de constater que euh, s'il n'y a pas une espèce de contraction dans notre vie, ou dans notre être, le changement n'arrive pas. C'est un peu comme l'accouchement d'un enfant. Un enfant, en fait, pour que la mère puisse accoucher de son enfant, elle a besoin de contractions qui vont faire expulser l'enfant de son corps. Et donc l'idée, si tu veux, c'est que à 40 ans, jusqu'à 40 ans, on a plein de convictions, on a plein d'idées préconçues, on a en fait l'ego qui fait en sorte que on a une construction identitaire et mentale et émotionnelle qui nous dit surtout ne lâche pas tes convictions. Souvent, tout cet aspect de conviction s'installe de 20 à 40 ans. Le truc à 40 ans, c'est que tu commences un peu à en avoir marre, ton système nerveux en fait commence à en avoir marre et il a besoin d'une espèce de mise à jour comme ton iPhone, comme ton téléphone quoi. Et l'idée c'est que pour pouvoir faire cette mise à jour, tu dois lâcher d'anciens schémas et en adopter de nouveaux. C'est pour ça qu'on parle souvent de crise, c'est parce que le changement de l'ancien au nouveau est tellement violent que toutes les personnes que tu connais dans ton environnement, tes proches, ta famille, les personnes qui partagent ta vie, elles te voient du jour au lendemain adopter de nouveaux comportements, adopter de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de parler, de penser, d'avoir des émotions, etc. Et c'est plus ça en fait le choc de la crise qui va avoir un impact en fait en toi et autour de toi. Et avec ça, ben, certaines valeurs ou certaines croyances que tu croyais être justes de 20 à 40 ans, ben, s'effritent totalement et d'autres commencent à apparaître. Moi, je vais te donner un exemple que j'ai eu quand j'ai fait ce passage-là. J'avais la croyance euh, que j'étais incapable, mais vraiment incapable, parce que pas assez intelligent, de créer une entreprise. Et vraiment, hein, ça c'est une croyance qui m'a habité pendant plus de 20 ans. Quand j'étais dans le salariat, j'avais des amis entrepreneurs qui venaient me consulter, tu sais, pour que je les aide sur le management de leur boîte, etc. Et ce que je voyais, c'est que ils prenaient des risques que moi, avec mon état d'esprit de salarié, je n'aurais jamais osé prendre. Et c'est pour ça que j'ai construit la croyance que le salariat, c'est la sécurité, parce que j'ai un CDI, parce que j'ai un salaire à la fin du mois et que mon avenir est déjà tout tracé. Et le truc, c'est qu'avec ça, pendant 20 ans, j'ai perdu toute liberté. Liberté de mon temps, liberté de pouvoir amener en fait ma créativité, liberté ben, de partir en vacances quand je veux ou de prendre du temps pour moi quand je veux. Et quand j'ai compris ça après mon accident, c'est la première valeur qui a émergé. Avant,
ma valeur numéro un dans la vie, c'était la sécurité. Parce que je me disais, oui, le salariat, c'est important pour ma femme, mes enfants, le seul salaire de la maison, c'est le mien, etc. Et ça me mettait une pression phénoménale. Donc, je travaillais et je donnais de mon temps plus que nécessaire à des entreprises qui finalement font comme toutes les entreprises. Toute entreprise est créée pour la rentabilité. Et en fait, peu importe, si tu veux, par quoi arrive cette rentabilité, les humains qui sont dedans, évidemment, ont un impact et ils amènent cette rentabilité, cette croissance, etc. Mais c'est des chaises musicales. Si un jour tu fais plus l'affaire, ben, l'entreprise saura te remplacer. Et en fait, comme j'avais un haut niveau de sécurité, je me pliais en quatre pour pouvoir donner en fait de la performance, de la croissance à l'entreprise. Mais en contrepartie, je donnais de mon énergie, de ma liberté, de ma connaissance, ma créativité et tout ce que j'avais en moi, ben, pour au final, ben, quand tu mets ça en corrélation avec le temps que tu passes quand tu es cadre dirigeant en France, cadre dirigeant, pour moi, aujourd'hui, c'est l'équivalent de l'esclave moderne. Tu vas au boulot à 6 heures ou 7 heures du matin et tu sais pas à quelle heure tu sors et tu sais pas combien de temps tu as donné là-bas et combien d'énergie tu y as laissé. Et l'idée, c'est que j'avais cette croyance autour de la valeur sécurité qui était extrêmement forte, alors qu'à côté, ma valeur liberté était tout aussi forte, mais je l'avais étouffée pendant plus de 20 ans. Et en fait, cette valeur, quand elle est revenue, elle m'a explosé à la figure et elle a fait exploser tout le cercle que j'avais autour de moi de gens qui étaient attachés à l'ancienne version de moi au niveau sécurité. Et tout ça, c'est moi qui l'ai créé. C'est pas les gens, c'est pas, tu vois, c'est pas ce qu'il y a autour. En fait, toutes ces croyances au niveau de la sécurité, c'est moi qui ai incarné dans mes comportements et qui ai attiré ces gens-là à moi. En fait, à l'époque, quand j'ai quitté en fait le salariat, je suis passé du salariat à l'entrepreneuriat. C'est moi qui avais construit tout cet égrégore de croyances en fait au niveau de la sécurité et toutes les personnes qui étaient autour de moi, l'environnement que j'avais, c'était des personnes qui étaient accrochées à cette ancienne identité. Et forcément, quand j'ai shifté et que je suis passé du salariat à l'entrepreneuriat, j'ai créé mon entreprise, toutes ces anciennes personnes et ce que j'avais construit avant n'ont pas compris pourquoi je faisais ça. Quel sens et à quel endroit ils pouvaient en fait faire partie de cette nouvelle identité. Et c'est souvent ce shift, cette ancienne version de moi en fait, comme les gens de l'ancien moi n'étaient pas d'accord avec ça, ben tout l'ancien cercle d'amis, des gens presque de ma famille, on s'est vraiment éloigné, etc. L'idée, c'est que ça a reparamétré, ça a créé vraiment un nouvel égrégore de croyances en moi et la liberté est devenue centrale dans ma vie, ce qui fait que les anciennes personnes que j'avais connues qui étaient attachées à cette ancienne version de moi ont plus du tout retrouvé en fait un espace autour de moi et ils se sont pas reconnus en fait dans cette nouvelle version de moi. Et c'est ce qui crée cette crise, c'est que forcément quand on passe d'un paradigme à l'autre, quand on passe de la sécurité à la liberté, bah on voit bien que la sécurité, c'est pas la prise de risque. La liberté, c'est une prise de risque permanente. Et c'est construire sa liberté, c'est construire les règles de sa liberté, de son entreprise. Et forcément, quand je suis passé de ça à ça, bah les personnes autour de moi, beaucoup m'ont lâché. Mais ça a créé quelque chose que moi-même, je ne me pensais pas capable de faire. Une force, une confiance en moi, de me dire, si les autres l'ont fait, moi aussi je peux créer mon entreprise et moi aussi je peux vraiment vivre confortablement de mon activité. Et quand je regarde ce chemin parcouru, si j'avais pas fait cette crise à ce moment-là, si j'avais pas eu aussi mon accident de santé, ben peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui avec la boîte que j'ai et la notoriété que j'ai construite en l'espace de 8-9 ans aujourd'hui. L'idée, si tu veux, c'est que toutes nos constructions, toutes nos crises, c'est elles qui construisent l'environnement qu'on se crée autour de nous. C'est elles qui construisent nos comportements. Et tant qu'on ne comprend pas, en fait, à quel endroit la crise apparaît et pour quelle raison elle apparaît, bah en fait, on continue de créer des frictions et de nourrir cette friction qui, un jour, quoi qu'il arrive, finira par s'exprimer dans une sphère ou une autre de notre vie. Et ça peut être
émotionnel, ça peut être mental, ça peut être vraiment à plein de niveaux différents. C'est pour ça que plus on apprend à mieux se connaître, plus on comprend que la crise de la quarantaine, en fait, n'est qu'un signal sur le tableau de bord pour nous dire attention, là, c'est pas bon pour toi, ou l'histoire que tu te racontes, ou la valeur, ou la croyance que tu as n'est pas bonne pour toi. On ne répond pas à l'appel. Moins on répond à l'appel, plus la crise est énorme à la fin. Donc, plutôt que d'attendre une crise, il vaut mieux regarder en fait assez souvent par un accompagnement, par un coach, par un psy, un thérapeute, peu importe ce que vous prendrez. L'idée, c'est d'aller débunker ça. Et pour que la crise soit moins violente et qu'elle fasse moins de dégâts autour de vous, prenez l'habitude, soit commencer par des choses simples, le journaling, simplement prendre un petit journal personnel sur lequel j'écris mes pensées, je vide mes pensées au fur et à mesure de mes jours, soit avoir un cercle d'amis ou un ami à qui vous pouvez vraiment parler à cœur ouvert, qui vous comprend, et selon moi, à plus grande échelle, psy, thérapeute, coach, mentor, quelqu'un à qui vous pouvez aller expliquer ça. Et l'idée, c'est que cette crise de la quarantaine, aujourd'hui, elle a été un peu stéréotypée par les réseaux, parce que genre, ah ça y est, il fait sa crise de la quarantaine, ah ça y est, il pète les plombs, faut faire attention, faut pas trop s'approcher de lui, etc. La crise de la quarantaine, comme je disais, n'est qu'un signal sur le tableau de bord pour l'annonce d'un grand changement. Et tout au long de ma vie, j'ai accompagné le changement des autres, mais c'est quand j'ai fait cette crise que je me suis rendu compte que je m'étais totalement oublié et que j'avais jamais investi sur moi. Et à partir de cette crise, j'ai commencé à massivement investir sur moi, à me faire accompagner, coacher, psychologue, etc. Pourquoi? Parce que derrière, c'est le fait de ne pas avoir compris tous ces mécanismes-là qui ont fait que la crise, elle a été somatisée par mon corps et mon corps a lâché. Moins on écoute, moins on s'en occupe, plus la crise est violente. Donc, plutôt que d'attendre d'avoir des crises de ce type-là, investir sur soi, simplement s'écouter plus, lâcher prise. Mon métier, vraiment aujourd'hui, si je devais résumer, c'est apprendre aux gens à mieux s'écouter, à se réaligner et aussi à lâcher prise pour éviter justement ce genre de crise. Mais attention, qu'on se comprenne bien, la crise de la quarantaine n'est pas quelque chose de mauvais, n'est pas quelque chose de mal, c'est plutôt bon signe parce que c'est annonciateur de changement. Mais la seule différence là-dedans, c'est la manière dont on va accueillir ce changement. Est-ce qu'on y met de la violence? Est-ce qu'on explose tout? Est-ce qu'on casse des choses ou des gens autour de nous? C'est plus la manière de l'accueillir et de le répercuter sur les autres dans votre vie qui compte. Et pour ça, c'est simplement de regarder par quelle interprétation je passe, par quelle perception en moi ça passe pour accueillir ce changement. Génial, ça donne déjà énormément de pistes pour les gens chez qui ça peut résonner. En passant de voilà, quelles questions déjà se poser, être à l'écoute de ce qui se passe, et puis après voilà, aller peut-être se faire aider ou en tout cas anticiper avant d'attendre que ça explose complètement comme ça a pu être le cas pour toi ou pour plein d'autres personnes. On espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et nous, on va se dire à très vite pour un prochain épisode sur Parole de Coach. Ça marche.